pour ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement de notre festival, vous savez que l'essentiel de nos activités se situe autour de la salle Cacaval, au bourg de Bamar. Mais la commune étant une commune tellement étendue, tellement différente, avec ces petits bourgs qui se jalousent les uns les autres, nous avons dû donc détérioraliser cela et faire des activités un petit peu partout. Et donc, comme nous avons aussi un partenariat extrêmement important avec les bars, les bistrots, les entreprises locales, eh bien, nous essayons d'aller dans divers lieux. Et je voudrais en fait remercier de la part du Goéland Cathy qui nous accueille tous les ans à ce moment-ci. Et je crois que vous pouvez l'applaudir pour commencer. Parce que, voilà. Et nous avons donc pensé accueillir donc 3 auteurs à ce moment de midi. Je serai avec mon compère de 813, Hervé Delouche, à qui j'impose un marathon terrible durant ce week-end. Et il le vit bien, il le vit encore bien. Voilà, donc je vous présente de la droite à la gauche un ancien du festival, parce qu'il vient, je crois, pour la 3e fois, c'est Marin Ledin. Voilà, Marin Ledin. Alors, nous allons parler de leur dernier livre, En douce, paru chez un grand éditeur, Ombre Noire. Ensuite, pour la première fois, donc, alors, les deux collègues à côté donc, devaient venir l'année dernière, mais ils n'en peuvent plus pour des raisons différentes de lire, et on est bien content de les accueillir cette année. Colin Niel, alors qui a publié, je crois que c'est au début de l'année, Colin, donc au début de l'année, en janvier, Seules les bêtes, un roman qui nous a vraiment marqué et en même temps surpris parce qu'il y avait un changement d'univers dont on va parler. Et Franck Wyss avec Plateau, un grand livre paru, ça fait déjà quelques mois. Voilà. Et le point commun de ces 3 auteurs, c'est effectivement de se plonger dans les territoires ruraux, dans certains territoires ruraux. Alors c'est aujourd'hui une tendance globale que l'on retrouve dans la littérature noire, et incontestablement les festivals mettent tous à leur programme une rencontre sur le territoire rural. Et Hervé, qui connaît bien donc cette question, va peut-être un petit peu nous mettre ça en perspective. Très rapidement, mais c'était venu parce que je crois que c'était l'an dernier ou un tout petit peu plus. Il y avait un grand magazine qui avait titré un dossier « Les auteurs de romans noirs n'hésitent pas désormais à se mettre au vert ». Donc on se doute qu'avant ils hésitaient beaucoup, mais là soudain ils se sont sentis libérés. Et il y a eu une espèce quand même de, je sais pas comment dire ça, de mode du polar rural qui faisait un peu qui était facile comme si c'était une découverte, ça tombait soudain comme ça. Voilà, c'était juste pour rappeler que sans être pédagogique ni casse-pied, que évidemment le roman noir américain, la matrice, il est né aux États-Unis, il est né notamment avec la prohibition, il est né dans les grandes villes, mais que s'il y avait à peu près au même moment, s'il y avait les romans de Raymond Chandler, d'Achille Hammett, Quand la ville dort, Asphalt Jungle, de Burnett et tout, en même temps, il y avait des romans qui se situaient en pleine cambrousse, Fantasia chez les Ploucs de Charles Williams, ou dans des bourgades quasiment rurales, comme les romans de Jim Thompson, 1275 âmes, d'autres, etc., plus des livres qui, d'une manière ou d'une autre, dont vous connaissez les auteurs, ont un lien avec le roman criminel, comme Des souris et des hommes de Steinbeck,
qui ne se passe pas, je crois, au cœur d'une métropole, ou comme les romans d'Erskine Caldwell, chers à mon voisin. Voilà. Donc, et y compris en France, avec, on en parlait il n'y a pas très longtemps avec Roger, quelqu'un comme Jean Amila a écrit des romans qui était un des premiers auteurs français de la série noire dans les années 50-60, a écrit des romans qui se passaient à la campagne. Il y a eu les romans de Pierre Pelot qui se passaient dans les Vosges. Il y a les romans d'ADG, certains romans d'ADG qui se passaient dans le Berry, dans le centre de la France. On pourrait continuer, il y en a d'autres. Il y a quelqu'un d'un peu oublié, mais qui avait fait une trilogie à la série noire remarquable, Jacques Siréjol, Vendetta en Vendée, et 2 autres livres après qui se passaient dans le Marais vendéen et dans ce coin-là. Et puis, il y a aussi des... Comment j'en oublie, pour la Provence, Pierre Magnan, qui a écrit des bouquins... dans les territoires de la campagne provençale. Et puis, il y a aussi quelqu'un qui est un écrivain qui n'est pas catalogué évidemment dans un genre, mais qui était tout simplement Jean Giono, qui était un lecteur totalement assidu de la série noire, voilà, qui lisait tout ce qui sortait, qui s'était lié d'amitié avec Chester Himes, etc., qui a écrit là-dessus. Et Jean Giono, c'est, pour terminer, c'est aussi quelqu'un qui a écrit par exemple Les Grands Chemins, qui est un bouquin qui met en scène, à part que ça se passe ici, des hobos, des vagabonds, et il y a une histoire criminelle, il y a la mort qui rôde, etc. Donc, tout ça pour dire que Roger et moi, on en parlait, on n'a pas la réponse, ce qui est une bonne chose. À côté de ça, il y a eu récemment tout le très vif intérêt qu'il y a eu ici pour le nature writing, l'écriture des grands espaces et des tas de formidables auteurs américains. Et on a de formidables auteurs français, les 3 qui sont là, je crois qu'on peut dire ça avec nous, qui eux aussi, à leur manière, explorent des terrains. Alors peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, comme on disait, on ose davantage, mais enfin de toute façon, il y a un fil conducteur, un fil noir, oui, dans le vert. Et voilà, et on peut tout de suite leur poser la question, pourquoi se sont-ils mis au vert? Franck, pourquoi t'es-tu mis au vert? Dans le noir. Au noir, dans le vert. J'y vis, donc voilà. Je suis né dedans, j'ai grandi. Donc voilà, je parle de ce que je connais, en fait, à travers des personnages qui sont... Puis en fait, le territoire, c'est pas grand-chose, c'est avant tout les personnages qui font vivre, enfin, qui font exister un livre et qui font exister un territoire. Donc voilà, moi j'aurais du mal à parler de la ville, puis je suis un peu de littérature américaine en plus. Alors, voilà. Et donc le plateau se situe, donc, pour le public qui n'a pas encore eu le bonheur la chance de lire ce livre, se situe... Alors ça se situe sur le plateau de 1000 Vaches, c'est-à-dire un plateau qui est entre Corrèze et Creuse, à cheval sur la Corrèze et la Creuse. C'est un lieu très rude, où il n'y a plus grand monde en fait. La nature est en train de gagner. Et ouais, les gens qui restent, je les considère un peu comme les modernes indiens en fait. Des gens dont tout le monde se fout, qui sont en train de crever dans l'anonymat, et puis, mais ce sont des perdants magnifiques aussi. Il y avait une belle expression, enfin, si on veut, des études géographiques qui disaient qu'on était là dans la diagonale du vide. La diagonale du vide, ça veut bien dire effectivement que ce sont des territoires qui se sont désertifiés incontestablement. Oui, mais ça peut se comprendre aussi. Hein. Il faut avoir envie de cette âpreté, de cette rudesse, de cette solitude. Il faut y être né. C'est pas possible de... Alors, il y a quelques ce qu'on appelle les ruraux qui s'installent, mais c'est un autre projet. C'est pas du tout la même chose. C'est pas les gens avec qui j'ai grandi. Colin, donc c'est, je dirais, par rapport à tes 3 premiers romans qui avaient un autre cadre, en l'occurrence la Guyane, celui-ci a surpris tous ceux qui connaissaient ton œuvre. Pourquoi justement avoir choisi ce territoire, là aussi extrêmement périphérique, dans Seules les bêtes Bonjour. Pourquoi? Non mais bon, enfin, bon d'abord pour moi
moi, c'est pas si différent que ça parce que la Guyane, d'une certaine manière, c'est assez rural aussi. Quoi. On n'est pas dans de la grosse ville, quoi. C'est très périphérique aussi par rapport à la France. Donc c'est pas un changement qui est si important que ça pour moi. Là, pour le coup, moi j'ai une grosse différence avec Franck et je pense aussi avec Marin, c'est que moi je suis pas du tout issu du milieu rural. Hein. Moi j'ai grandi en banlieue parisienne, en cité, tu vois, 12e étage, vue sur le béton. Donc c'est pas du tout mon milieu intime, quoi. Ça vient pas de moi. Mais c'est des choses qui m'ont toujours intéressé, parce que je trouve que quand on parle de ces zones-là, ben, on parle aussi de la ville, quoi. Enfin, on parle de la France, on parle de nos territoires, et moi ce qui m'intéressait c'était de voir ce qui se passait sur ces zones-là aujourd'hui, et le lien avec la ville, parce qu'en fait les bêtes, pour moi, je ne considère pas comme un pôle rural, parce qu'il y a une partie qui se passe en zone rurale, mais il y a une partie, on ne peut pas raconter l'histoire, mais qui se passe en ville, en fait, hein, dans une ville d'Afrique noire, en l'occurrence. Et ce qui m'intéressait, c'était la connexion, justement, entre tous ces espaces, et de voir comment ce monde rural, qu'on imagine complètement reculé, isolé, coupé du reste du monde, en fait, non, il est d'une certaine manière aussi connecté, et ce qui se passe en ville a des effets sur le monde rural, et vice-versa, quoi. Et voilà, moi c'est ça qui m'intéressait, en fait. Marin Ledin, avec En Douce, dans ton dernier roman, il y a quand même un changement, en tout cas, j'allais dire géographique, par rapport aux deux précédents, qui évoluaient à travers notamment le Pays Basque, entre France et Espagne. C'était L'homme qui a vu l'homme, mais au fer rouge. Là, dans En Douce, il y a un peu comme un resserrement géographique. On est là aussi dans les pins des Landes, dont Hervé Lecorne nous a dit le plus grand bien hier après-midi, comme tu t'en doutes. Et là, il y a un chenil, deux personnages, une quête. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cet endroit, ce genre d'endroit que je crois que tu connais bien? Alors bonjour. Alors comme mon prénom l'indique, Marin, je me destinais plutôt au polar maritime. Alors c'est une tendance qui va venir dans les années, mais pour l'instant c'est pas encore au point, on y travaille. Et pour répondre rapidement, pour faire suite et introduire la réponse à ta question, je suis moi aussi un bouseux, quoi. J'ai grandi à la campagne, alors pour le coup à la campagne ardéchoise, et je vis maintenant dans les Landes, et j'ai un peu cette incapacité à parler de ce personnage très important qu'il y a dans le roman noir, qui est le lieu, quoi, le territoire, avec tout ce que ça engendre d'histoire commune, de culture commune, qui peut être différente d'une région à une autre. Alors moi, ça fait 10 ans que je vis dans les Landes, mes derniers romans se passent dans le département des Landes, mais j'allais dire ce sont des personnages importants. Je me sens pas très proche de l'appellation roman rural, qui... Je partage assez ton avis, il me semble plutôt une espèce d'effet de mode, quoi, voilà. Rural tout simplement parce que mes personnages évoluent dans un endroit dans lequel le milieu urbain n'est pas très important. Pour autant, les problématiques qui les traversent sont les mêmes. Et donc l'histoire d'Émilie et de Simon dans En Douce, c'est une histoire qui pourrait aussi bien se passer dans une zone urbaine, peu importe. Ce qui est important dans ce roman, c'est l'histoire du déclassement. Et c'est l'histoire de deux personnes qui réalisent que leurs accidents et leurs aventures individuelles leur échappent, et finalement qui sont traversés par des tendances sociales, par des phénomènes sociaux qu'ils ont du mal à comprendre et à appréhender, mais dont ils sont la manifestation individuelle. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, peut-être un petit peu. Voilà, comme ça, bon matin. Donc c'est pour dire que le décor a évidemment son importance, parce que moi je parle la seule chose que je connais, c'est-à-dire effectivement des lieux où il n'y a pas beaucoup d'habitation, mais pour raconter quelque chose qui est de l'ordre du déclassement social, de la détresse sociale, et de ces gens qui correspondent, je sais pas, aujourd'hui là en zone rurale, c'est quoi, c'est 80-90% de la population française, non, combien c'est, je sais pas exactement, bon bref, peu importe. Il y a quand même beaucoup de monde qui vit ailleurs que dans les grandes villes, avec des particularités, alors, notamment dans le département des Landes, où il y a une industrie qui est définitivement morte, où l'agriculture s'est resserrée autour de quelques personnes, où il y a vraiment, comme on le voit bien d'ailleurs dans les romans de Franck Buis,
c'est dans le tien aussi, des agriculteurs qui sont en train de disparaître, toute une économie de la forêt, une économie de la campagne avec la chasse qui disparaît, avec voilà, tout ça. Et au milieu de tout ça, comme dans les romans d'Erskine Caldwell dont tu parlais tout à l'heure, dans le Petit Arpent du bon Dieu, La route au tabac, il faut lire ça, c'est absolument merveilleux. Il y a qu'Erskine Caldwell qui est capable de vous donner envie de manger des endives, par exemple, c'est assez marrant. C'est parce que j'ai faim, je dis ça aussi. Et de nous montrer ces zones où, avec une déclinaison propre aux zones rurales, où il y a une forme de prolétariat et de sous-prolétariat qui est en train de se développer de manière très violente, qu'on ne voit pas parce qu'il est isolé. Alors dans les Landes en particulier, il y a un pauvre tous les 10 km², mais voilà, il faut simplement en parler. Et ce côté déclassé, laissé pour compte, c'est d'ailleurs un point commun de toute façon à tous les trois, mais Roger, Oui, en fait, moi, ce qui m'est apparu comme phénomène nouveau, c'est la précision du vocabulaire, de l'analyse que vous apportez dans vos romans. Avant, je schématise, mais le rural, c'était ou le pays des bouseux, ou la nature, ou une nouvelle utopie allait se mettre en place. Et maintenant, alors c'est peut-être votre formation universitaire en amont qui peut l'expliquer, il y a pour moi un vocabulaire d'une précision, d'une richesse absolument diabolique. Et donc j'aimerais que Colin nous lise un extrait, parce que c'est aussi intéressant et important d'écouter les contenus. Alors c'est une épreuve à laquelle il n'était pas préparé. Donc pas du tout. Voilà. Merci de me faire cette surprise. On va y aller, hein. Ça parle de quoi? Ce qu'on voit, nous, c'est des familles en vrac. Des couples qui explosent parce que madame veut un enfant quand monsieur veut une nouvelle étable. Des hommes qui sombrent dans la dépression sous le poids du travail. Des retraités qui se laissent dépérir quand part leur moitié et que les fils ont fui la campagne. Alors il y a 2 ans, quand monsieur le maire de sa petite commune m'a téléphoné pour me décrire la situation de Joseph Bonnefille, éleveur de brebis sur le Causse, je n'ai pas été plus étonné que ça. C'est pas le mauvais gars, m'a-t-il dit. Mais depuis la mort de sa mère, il va pas bien, vous voyez. Cette année, il n'a pas fané. Et il y a ces bêtes qui divaguent. Il n'avait pas fané, ces bêtes divaguaient. Des signes comme ça ne trompe pas. Je le savais aussi bien que le maire. Dans ce genre de situation, la demande vient souvent des autres, des enfants, des élus, des voisins. Mais jamais Joseph ne se serait manifesté de lui-même. Un matin d'été sec et brûlant, j'ai donc pris la route du Causse, sans imaginer encore que j'étais au début de quelque chose qui allait tout chambouler dans ma vie. Je me souviens, je suis passé par la ville. Je me suis dirigé vers le haut du bourg et j'ai lancé mes roues en seconde sur les lacets qui s'élèvent vers la corniche. Je sentais déjà mon chemisier collé dans mon dos. J'ai ouvert les vitres en grand pour faire entrer un peu d'air. J'ai vu les vallées s'étaler peu à peu sur ma droite, encaissées entre les versants boisés sur lesquels courait l'ombre des crêtes. Alors que je prenais de la hauteur, je devinais les villages accrochés aux pentes, plus loin vers le sud, et en face, il y avait les formes douces de ma montagne, et quelques nuages effilochés qui semblaient chercher son sommet comme une brebis son agneau. Voilà, ce qui m'a paru absolument remarquable, c'est la précision topographique en fait des termes. Et là, ça m'a paru être quelque chose de nouveau dans ces romans. Est-ce que c'est une volonté d'apporter une sorte de, je sais pas, de caution scientifique ou technique ou précise dans la description des paysages? C'est bon. Vous aviez échangé déjà disons que c'est vrai que moi je pense que pour le coup c'est un point commun dans tous mes romans, mais Marin en parlait tout à l'heure, la question du décor, c'est-à-dire vraiment l'environnement dans lequel se déroule le livre fait partie des personnages, c'est un personnage à part entière et c'est quelque chose qui me touche et qui est important pour moi. Pour autant, moi, c'est marrant que tu dis ça parce que pour moi, c'est au contraire un peu l'inverse. C'est-à-dire que mes précédents romans qui se passaient en Guyane étaient très très précis dans les lieux. Voilà, je parlais jamais d'un lieu sans y être allé, je citais les noms des rues, voilà, j'étais très précis. Et volontairement,
dans ce livre-là, j'ai voulu essayer de déterritorialiser un peu le texte, puisqu'à aucun moment du livre, je ne dis précisément où c'est, je ne cite de lieu. Le lieu ne sert que de décor, de paysage, et à aucun, même si les gens qui connaissent très bien la région me disent « bah oui, on a compris, c'est à cet endroit-là », parce que dans ma tête, c'est assez précis. J'ai jamais cherché à décrire précisément. Mais par contre, la description des paysages et de l'effet de ces paysages sur la vie des hommes, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est voir comment un paysage, un environnement, selon son environnement, selon le climat, selon le monde qu'il y a autour, il influence la manière dont se comportent les hommes et les rapports qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Ça, pour le coup, c'est effectivement quelque chose d'important pour moi. Ouais. Franck, il y a une question, je sais pas, il y a aussi une sorte d'utilisation, on sait que le huis clos, c'est quelque chose d'assez classique dans le polar, mais le huis clos, c'est juste un exercice, les meurtres en chambre close, tout ça, c'est juste des exercices de style, si on peut dire, ou purement intellectuels. Toi, tu as un huis clos dans un endroit assez retiré comme territoire rural, mais justement avec cette imbrication des hommes, la dureté du rapport à la nature, et qui en fait plutôt un côté qui accentue le tragique de leur vie, le tragique de leur devenir. Tu parlais de cette filiation avec les Indiens qui étaient... Enfin voilà, ça, c'est ça dont tu as envie de parler. Oui, ça m'a toujours fasciné justement, par exemple Curtis qui va photographier pendant 24 ans les derniers Indiens d'Amérique. C'est un truc qui me fascine, cette espèce d'urgence de donner à voir la dignité de ces gens-là. Je les magnifie pas, il y a les pires de ça ou pas, il y a des êtres magnifiques, etc. Les hommes ne sont pas blancs ou noirs, ils sont gris, on le sait bien. Mais n'empêche que les rendre dignes, ça m'intéresse, effectivement. Et pour revenir sur la nature, etc., moi je ne considère absolument pas que c'est un personnage. Je pense que c'est même le contraire. C'est-à-dire que, puisque la nature est regardée à travers les regards des personnages, tout est faussé en fait. Et les personnages existent, ils ont été façonnés par l'histoire, la nature, tout ce qu'on veut, la roche, mais la nature, elle n'a rien à faire d'être belle, moche, attrayante, elle n'en a rien à foutre, quoi. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, de partir toujours de l'humain et de voir comment il est, de le pousser dans ses retranchements, en fait, de voir comment il est raboté, comment il est laminé parfois, alors pas que ça, hein, il y a des moments très très drôles dans les livres, hein, je vous assure. mais voilà, le romancier, s'il ne pousse pas le curseur, ça sert à quoi? Bon, et cet hommage effectivement à ces gens qui disparaissent, oui, c'est quelque chose qui m'est cher. Comme les Lomax qui partent enregistrer les Noirs américains dans les églises au début du XXe siècle, il reste ça, quoi. Alors, très modestement, on ne parle que de ce qu'on connaît. Moi, je les connais par cœur, ces gens-là. Les conversations de taiseux, mais si vous saviez ce que j'en ai entendu, quoi. Je comprenais rien quand j'étais gamin. Ouais. Ils parlaient, il y avait des espèces de codes. J'ai l'impression que plus la nature plus c'est vaste, plus les gens sont enfermés dans leur tête. Et du coup, si on n'a pas les codes, et il faut un moment pour les avoir, hein, ils prennent de ces circonvolutions pour arriver à dire un truc, mais c'est terrible, quoi. Alors qu'en ville, la parole est beaucoup plus frontale, et voilà, ça m'a toujours fasciné, en fait. Et j'adore aussi la façon qu'ils ont, mon grand-père faisait ça, mon oncle le fait encore, de retourner la situation, de passer pour un couillon, et de retourner gentiment la situation à son avantage sans que l'autre n'y pique que dalle, quoi. Et ça marche, mais alors c'est fabuleux. Et j'ai retransmis un peu ça, l'histoire du banquier par exemple, et des suceurs de Bible dans Grossir le ciel, c'était exactement ça. Voilà, ça m'intéressait c'est toujours âpre. J'aime beaucoup en fait le contraste entre le lyrique. Alors pour moi, parce que pour moi le roman noir, tout ça, polar, je sais pas trop ce que ça veut dire. Un roman, c'est un espace de liberté totale. Et si le moins qu'on
qu'on doit au lecteur, c'est d'être totalement sincère. Et moi, je mélange un peu tout. Alors, il y a du lyrisme, il y a de la poésie, il y a du thriller parfois, on s'en fout. Hein. Mais je sais plus ce que je voulais dire du coup. Aidez-moi. Donc voilà, vous mélangez un petit peu tout ça pour faire, sans embêter le lecteur évidemment, en racontant une histoire, mais voilà, y mettre un petit peu tout ce qu'on a en soi. Voilà. Mais ce qui est bien d'ailleurs, c'est que chacun, d'une manière très différente, il y a toutes les considérations qu'on a là, mais vous happez réellement le lecteur. C'est-à-dire qu'on a envie on est pris aussi par vous êtes des raconteurs d'histoire aussi, c'est ça. Mais Marin, Roger Elias tout à l'heure, il parlait de peut-être cette nouveauté, cette précision de la description, ce côté qui est en tout cas analytique tout en étant profondément romanesque. Il y a quelque chose aussi dans ton roman en douce qui n'est pas dans un territoire rural un peu coupé. Enfin, on n'est pas dans les mêmes territoires par exemple que Franck, ni même que Colin. Mais il y a quelque chose d'intéressant, vous savez, c'est ces zones rurales, mais qui sont un peu en périphérie de ville, enfin, sur lesquelles les villes grignotent, et évidemment le meilleur des villes, notamment les zones commerciales et assimilées. Et tu dis d'ailleurs quelque chose, j'aimerais bien qu'on y revienne, dans ces coins ruraux oubliés de tout sauf pendant les vacances estivales, les associations sportives et les clubs de remise en forme étaient toujours le truc qui marchait, au même titre que la chasse, la pêche et dans un autre genre le surf. Mais le gros des déplacements de masse, c'était sans aucun doute le centre commercial et ses pompes à essence. Et Émilie, qui pour des raisons, recherche quelqu'un qui a causé un accident qui l'a déclassé, qui l'a fait dégringoler, eh bien, s'il y a un endroit où elle sait qu'elle peut retrouver Simon, c'est le centre commercial. Tu peux nous en parler? Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'onde de choc. L'onde de choc d'un système libéral. Dans tous mes romans, c'est quand même ce qui traverse, c'est comment décortiquer ça, et comment ça se décline en zone rurale. Alors effectivement, c'est beaucoup moins violent visuellement que ça peut l'être dans une grande ville, avec des grands panneaux publicitaires, avec de la marque et de la publicité partout. Quand on est en forêt landaise, la marque publicitaire, on la voit pas forcément. Pour autant, ça a exactement les mêmes effets et ça s'insinue exactement de la même manière. Et effectivement, par exemple, l'exemple du centre commercial est intéressant. Quand on a entre 14 et 18 ans, ou 19 ans, ou 20 ans, et qu'on vit dans une zone rurale, le point de raccordement, c'est plus le centre-ville, c'est parfois le skatepark, mais c'est évidemment le grand centre commercial de la ville la plus grande du coin, ou de la ville, s'il y a une ville avec un centre commercial assez grand à l'intérieur. C'est un endroit où vous êtes sûr de croiser tout le monde, tous les gens de la ville, au moins une fois dans la semaine, au minimum, parce que c'est plutôt une fois par jour, mais au moins une fois le samedi. Voilà, d'ailleurs, ne faites jamais une dédicace en zone rurale un samedi où il ne fait pas trop beau, parce que tout le monde va être au centre commercial. Ou au Cultura, mais pas au rayon livre. Ça, je te le dis d'expérience. Bon, bref. Et du coup, c'est comment s'incarnent à un moment donné ces extensions libérales, ces extensions de la marchandise, etc. Comment elles s'incarnent dans des zones dont on a l'impression comme ça de prime abord, et parce qu'on y vient en vacances, parce qu'on les vit comme des endroits ensoleillés, charmants, etc. Où il faut parfois mettre des bottes quand il pleut un peu. Et je pensais au sud, pas du tout à la Bretagne, je tiens à préciser. Il pleut aussi dans le sud, évidemment. C'est comment ça s'incarne à travers les gens, à travers leur mode de vie, comment ça les transforme. Même dans des endroits où on pourrait imaginer qu'on est à l'abri justement des embouteillages, de ces entassements comme ça, d'extension de ville, etc. Même à la campagne, à un moment donné, il y a des traces. Alors il y a des toutes petites traces, du coup il faut aller les chercher, il faut les décortiquer, il faut prendre son temps, comme le fait Franck par exemple dans ses romans. Effectivement, c'est un temps qui va être beaucoup plus lent, beaucoup plus différent, mais on va voir les traces, on va trouver un sac plastique ou une petite décharge sauvage dans un coin de forêt qui paraît magnifique comme ça. Alors je me souviens de discussions enflammées avec des amis, un couple d'amis de Toulouse, un écrivain que vous connaissez qui s'appelle Pascal de Sinde, absolument outré, scandalisé, parce que dans un coin de forêt magnifique où nous venions d'observer deux couleuvres en train de faire leur, un mâle et une femelle, quoi. Bon bref, vous avez compris. Alors, c'était magnifique, et puis on les a suivis comme ça, c'est vrai que c'était très très beau, il me décrivait ça avec beaucoup de passion, lui. Et puis à un moment donné, on tombe sur une décharge absolument dégueulasse avec de l'huile de vidange et des machins, et il m'a parlé de ça pendant une journée. Il dit ouais, sauf que la campagne c'est ça aussi.
C'est ça la campagne. À un moment donné, nous on va pas aller les foutre directement dans une décharge ou derrière un centre commercial ou un machin, c'est là, voilà. Ils vont aller foutre leur merde là. Et donc ça révèle en creux, si vous voulez, la manière dont tout ça s'étend. Et la manière dont ça salope aussi l'environnement dans lequel on vit. Alors, les plages dans les Landes, évidemment, c'est carrément c'est un enjeu de salubrité publique. Bref. Et bon voilà, je développe pas plus. Désolé, c'est joli. Alors effectivement, il semblerait que les marchands du Temple aient réussi à prendre la main sur la région des Landes. Alors par contre, dans les territoires un peu isolés comme le plateau des Mille Vaches, il semblerait que plus on monte et plus la rédemption en fait soit une réalité. Et il semblerait que ce plateau des Mille Vaches, chacun en fait va quelque part sortir de son état pour aller peut-être vers un autre univers, un autre paradis. Dans les principaux personnages du plateau, j'ai trouvé, bon, Karl dans ce plateau va sortir de ses démons, Cory va sortir de ses traumatismes, Georges de sa solitude. Alors est-ce qu'il faut passer par ces territoires pour effectivement retrouver le plein sens de notre existence? J'imagine que non. C'est magnifique. Je sais même pas si je quoi dire. En fait, quand j'ai l'idée de plateau, je pars toujours à la chasse sans cartouche, sans fusil non plus, sans chien, sans rien, juste avec un stylo. Mais j'avais cette lecture de La Tempête de Shakespeare et Hamlet aussi. J'ai un goût pour la tragédie grecque aussi. Ouais. Et je trouvais que voilà, je voulais situer des personnages sur une scène en fait, et le grain de sable, l'idée du grain de sable, c'est-à-dire que ces êtres-là immobiles pendant tant d'années, qui vivent une espèce de... il paraît qu'on a des obsessions quand on écrit, c'est peut-être pour ça que j'aime autant Faulkner, cette espèce d'échec de l'héritage en fait. L'homme croit transmettre durablement, mais c'est la roche qui gagne à la fin. Ah oui, je suis désolé de plomber l'ambiance. Donc voilà, cette scène-là me semblait idéale, et donc du coup j'avais ces personnages immobiles, Virgile, paysan depuis toujours, Judith, alors, avec quelques... voilà, un peu plombé par la vie eux aussi, et puis cette idée de leur neveu qui a été élevé là, qui vit dans une caravane parce qu'il n'ose pas rentrer dans la maison de ses parents, Karl qui arrive là un petit peu bizarre, un ancien boxeur avec des flingues dans un sac, qui est paradoxalement qui lui est un mystique, alors que Virgile est plutôt mécréant, donc ça, ils deviennent amis. J'aimais beaucoup cette idée justement que l'amitié naisse du fait de toucher les mains d'un homme. Et en fait ils deviennent amis le jour où Virgile fait les mains de Karl. Faire les mains, c'est, bon, comme c'est un ancien boxeur, c'est bander les mains en fait pour taper dans un sac de frappe. Je trouvais cette idée assez logique. Et puis un jour, il y a une femme qui arrive. Voilà. Et là, en fait, des êtres immobiles sont en devenir. Alors, sont en devenir de quoi? C'est là que le romancier intervient, et puis les personnages, ils deviennent ce qu'ils ont envie de devenir. Hein, c'est une espèce de... encore une fois, moi je ne sais absolument pas ce que je vais raconter, la ligne suivante, c'est même pas la page suivante, c'est la ligne suivante. Et du coup, des personnages se mettent à exister, à grandir, d'autres à rapetisser, mais tout ça c'est grâce à le grain de sable systématiquement qu'on met en fait dans un roman qui change tout. Et ce grain de sable s'appelle Cory, en l'occurrence. Vas-y, sinon non, je voulais rebondir sur le roman de Colin. En fait, il y a dans ces régions périphériques quand même une population qui est quand même différente, complexe, et tu parles à un moment donné de ce qu'on appelle les néo-ruraux, qui viennent s'implanter dans les petites villes. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement sur les rapports entre ces nouvelles communautés rurales et les anciennes, qui ont du mal effectivement à parfois accepter de nouveaux habitants? Vraiment, tu parles de ça? C'est un des aspects effectivement de... Non mais,
je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéressait, c'est encore une fois, moi, j'ai pas eu l'impression d'écrire un livre sur le monde rural. Ce qui m'intéressait, c'était justement ce qu'il y avait d'un peu universel dans tout ça et comment on pouvait, nous, qu'on soit de la ville ou de la campagne, se reconnaître dans ce que vivent les gens, quoi. Pour moi, c'est quand même avant tout un livre sur la solitude qui prend les hommes aujourd'hui, tous, qui nous frappe tous, qu'on soit de la ville ou de la campagne. Qui pour moi est vraiment un mal d'aujourd'hui. Enfin, je pense que ça a toujours existé, mais qui est un mal d'aujourd'hui qu'on peut ressentir, qu'on soit comme mon paysan Joseph, complètement isolé en voyant jamais personne, mais qu'on peut ressentir aussi on peut ressentir à Paris aussi, où on a énormément de monde autour de soi et où en fait on est complètement isolé et où c'est peut-être encore plus dur à vivre. Et donc on a effectivement un personnage dans le livre qui s'appelle Marie-B, qui est plutôt effectivement ce côté néo-rural. Elle vient de la ville et elle débarque dans ce monde rural, dans ces Cévennes, je le dis jamais, mais on est en gros dans les Cévennes, et qui permet aussi de faire la connexion entre ces deux mondes, parce que les néo-ruraux, c'est un peu ça, c'est un peu la connexion entre les deux mondes qui montre qu'en fait tout ça n'est pas aussi cloisonné qu'on peut le croire. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les liens entre tout ça, quoi. C'est-à-dire que, en gros, pour moi, Seules les bêtes, avant d'être un roman rural, c'est un livre c'est un livre d'amour, quoi. Enfin, c'était un peu de ça dont je voulais parler, sur l'amour. Qu'est-ce qu'est devenu l'amour aujourd'hui, et cette idée que dans le monde d'aujourd'hui, l'amour est devenu comme tout, quoi, est devenu une sorte de bien de consommation, c'est-à-dire une espèce d'immense marché auquel certains ont accès et d'autres peut-être un peu moins. Et Joseph est un petit peu au bout de la chaîne, quoi, voilà, complètement à l'écart de tout ça, et quelqu'un qui a en tout cas l'impression de ne pas avoir accès à ce marché, d'avoir l'impression qu'on a ce monde qui marche autour de lui, et ses voisins qu'il a connus gamins et qui commencent à se marier, qui commencent à avoir des gamins dans les pattes, et lui qui regarde ça de très très loin, et qu'on peut vivre aussi en ville d'ailleurs, hein, qui a l'impression d'être un peu exclu de tout ça, quoi. Et voilà, je lisais encore hier l'introduction de King Kong Theory de Virginie Despentes, qui disait effectivement tous les exclus du marché de la bonne meuf, quoi. Et c'est un peu ça en fait, quoi. Ces gens qui sont un peu à l'écart de tout ça, ça vaut pour les hommes aussi. Et puis à l'autre bout, on a d'autres qui ont compris qu'il y avait peut-être un peu du fric à se faire avec tout ça, et que c'est devenu un business, quoi, l'amour, et qu'il y a peut-être un peu d'argent à se faire dans tout ça, et c'est mon personnage d'Armand, sans en dire trop, mais qui est à l'autre bout de la chaîne, quoi. Et en fait, c'est surtout de ça que je voulais parler, parce que je trouve ça c'est terrible, quoi. Et je trouve qu'on soit en monde rural, qu'on soit à la ville, à la campagne, en fait, on est tous touchés par ça, et ce manque d'amour, ce manque de solitude, je pense qu'on y est tous confrontés, on y est tous passés à un moment ou l'autre de notre vie. Non, mais je parle pas de moi, parce qu'en ce moment ça va plutôt bien, j'ai des gosses, j'ai des amis qui me passent le dos quand on en parle, donc ça va mieux, tu vois, mais... Non, mais j'en parle parce que je trouve qu'il y a un côté très universel dans tout ça, et moi, avant de parler des paysans, avant de parler de la campagne, c'est pas mon univers, c'est de ça que je voulais parler, quoi. Oui, parce qu'il y a quand même un détail, sans non plus en dévoiler trop, c'est que qu'on soit en zone rurale ou en centre-ville, il y a Internet, il y a des choses comme ça, et ce dont tu parles, effectivement, le sujet des choses très essentielles à mes yeux de ton livre, c'est que tu lui parles effectivement, il y a la détresse du monde paysan, éleveur, agriculteur, mais il y a aussi la détresse de chacun, ou en tout cas cette solitude absolue qui peut être celle qui passe aussi par les messageries, les sites de rencontres, etc. C'est-à-dire que le roman, il fait le lien entre ces deux choses-là, puisque ça, c'est universel. Oui, et c'est effectivement dans le côté assez paradoxal sur le monde paysan, encore une fois, que j'ai abordé moi avec mon regard un peu naïf. Enfin, je caricature, hein, j'ai quand même eu des liens avec le monde paysan. Là, je modifie un peu le côté, j'y connaissais rien du tout, mais c'est pas si faux que ça. Mais c'est le côté aussi paradoxal du fait qu'on a cette impression d'isolement total,
Et en même temps, ce qu'on connaît aujourd'hui, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc., c'est quelque chose qui est réel. Il y a plein de sites de rencontres spécialisés dans les agriculteurs. Et moi, j'en ai vu des jeunes qui disent « Ouais, ah machin, on le connaît, de toute façon, il passe sa vie sur les sites de rencontres, etc. » Et quand on entend parler, on n'y croit pas, mais c'est une réalité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on est à la fois coupé du monde, et à la fois, on ne se rend pas compte que tout ce monde un petit peu numérique qu'on connaît aujourd'hui, bah, il est aussi très présent en fait dans les campagnes. Alors peut-être pas pour tout le monde, mais cette jeunesse, en tout cas paysanne, elle est très au fait de tout ça. Et voilà, et bah, on pense avec, enfin voilà, l'amour est dans le pré, mine de rien, c'est un peu ça, quoi. Non mais je pense toujours, parce que quand j'ai commencé à écrire Seuls les bêtes, et que mes amis me demandaient qu'est-ce que tu es en train d'écrire. Il paraît que tu arrêtes la Guyane, ils me disaient quoi. Je connais un peu qu'est-ce que tu vas foutre, quoi. Est-ce que tu es vraiment capable de parler d'autre chose, quoi? Non, et il y avait en plus l'ambiguïté de la couverture. Parce que quand on a reçu le livre, connaissant tes 3 autres romans, on s'est dit, bah tiens, encore un colonial qui passe en Guyane. Ouais, c'est ça. Et donc mes copains ils me disaient, mais tu sais quoi que tu es en train de nous faire là? Ils pensaient que je n'étais pas capable de parler d'autre chose, moi aussi d'ailleurs. Et je leur disais, c'était moi mon schéma, là, je leur disais, tu vois, l'amour est dans le pré, bah, c'est un peu ça, mais en version roman noir. Ils me regardaient, ils me disaient, j'étais sûr de ton coup là, parce qu'on le sent, je ne sens pas trop ton affaire, quoi. Moi non plus, je ne le sentais pas trop d'ailleurs, quoi. Et ça me faisait un peu flipper, mais mine de rien, il y avait un peu de ça, parce que je trouve que avec tout le côté caricatural du monde paysan qu'on peut avoir dans l'amour dans le pré, le côté cliché, enfin tout ce qu'on peut dire, et ben mine de rien, ça représente aussi quelque chose d'aujourd'hui, quoi. Et parmi les paysans que j'ai rencontrés, on m'a dit, tout le monde me disait, tu sais, d'ailleurs le gars là-bas, là, il était dans l'amour et dans le pré, quoi. Il a trouvé sa femme dans l'amour et dans le pré, donc mine de rien, c'est pas aussi coupé du monde paysan qu'on veut le croire, quoi. Et c'est ça que je voulais... Voilà. Et bien d'ailleurs, l'amour dans le pré a été récompensé par un jury présidé par Hervé Lecor, le prix Landerneau. Non mais je sais bien, mais si on parle de l'amour et dans le pré, voilà, ça a bien marché quand même parce que tu as obtenu le prix Landerneau récemment, donc. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités? Allez, je tiens à préciser que moi aussi je parle d'amour dans ma vie. Ils ont faim en fait. Non, pareil, il n'y a pas de... On a envie de lire les livres, mais tant qu'on ne les a pas encore lus, c'est difficile. Alors c'est vraiment tout notre problème à nous aussi, c'est de parler des livres sans dévoiler le récit. Voulez-vous comment vous des questions à la con? Non mais lisez Franck Louis et Marin Lodin, c'est vachement bien. Ne lisez pas Colonial. Non mais blague à part, ce sont vraiment trois excellents romans que donc nous vous conseillons et les 3 auteurs seront à la salle Cap-Caval. Vous pourrez poursuivre la discussion individuelle avec eux et voilà. Après le repas. Après le repas. En tout cas, merci de votre présence nombreuse et